Bonjour et bienvenue dans la vidéo numéro 3 consacrée aux révisions de la grammaire de l'anglais de base. Comme c'est la vidéo numéro 3 dans le semestre, vous savez comment ça se passe. Vous regardez cette vidéo en prenant des notes, en mettant en pause si nécessaire, en revenant en arrière, etc. etc. Ensuite, vous regardez le vocabulaire de la semaine et vous l'apprenez. Ensuite, vous faites le QCM d'entraînement. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à faire le QCM noté. Et vous avez une semaine précisément pour faire tout ça. Cette semaine, on va parler du Present Perfect. Le saviez-vous, il n'y a que deux temps en anglais, le passé et le présent. C'est fou, non? Et le saviez-vous, il y a aussi en parallèle trois aspects simples, be plus ing, have en, et même un quatrième qui les mélange, have en, be plus ing. Donc aujourd'hui, on va parler d'un temps qui s'appelle le present perfect, que vous connaissez depuis la troisième au moins normalement. Et pour faire ce present perfect, on va avoir besoin de l'auxiliaire have. Vous vous rappelez ce que c'est qu'un auxiliaire, hein? Bon allez, je rappelle quand même qu'un auxiliaire c'est un mot-outil et qu'il y en a trois en anglais, have, be et do. Eh ben tiens, pendant que j'y suis, j'ouvre une parenthèse pour vous poser une question. Parmi ces trois auxiliaires, il y en a un qui est un peu plus auxiliaire que les autres. Lequel? Vous avez 5 secondes. Bon, vous avez trouvé? Non, c'est normal. Alors je vous montre un truc. Vous savez que have, be et do peuvent être soit verbes, soit auxiliaires. Quand ils sont auxiliaires, ils n'ont pas de sens et on les conjugue comme des auxiliaires. Ça donne ça par exemple. Quand ils sont verbes lexicaux, verbes normaux par contre, ils ont un sens, une sémantique, une signification si vous voulez. Et quand on les conjugue en tant que verbe, ça donne ça. Alors, vous voyez une différence? Bah oui, have et do, quand ils sont verbes, ils ont besoin d'un autre auxiliaire, et c'est normal, pour être construits à la forme interrogative et à la forme négative, comme tous les autres verbes, par exemple au présent simple, et ça marche pour d'autres temps. Be, lui, il n'a pas besoin d'auxiliaire supplémentaire quand il est un verbe. Il se construit pareil, que ce soit un verbe lexical ou un auxiliaire. Par exemple, pour la forme verbe lexical, si vous voulez poser une question avec be, vous ne direz pas Do you be John? Non, vous allez dire Are you John? Pourtant, on est bien d'accord dans le contexte, be, c'est un verbe lexical. Il a un sens, le sens d'être, d'exister, d'être identifiable par son prénom. Donc, en théorie, on devrait dire Do you be John? Mais on dit pas ça. Donc, pour répondre à ma question de départ, be est encore plus auxiliaire que have et do, parce qu'il se construit comme un auxiliaire, même quand c'est un verbe lexical. Voilà, bref, aujourd'hui, tout ça pour dire qu'on va parler du present perfect. Je referme la parenthèse et je lance le truc maintenant. Alors là, j'ai aucune hésitation. On va commencer à voir comment ça marche, comment ça se construit, et après seulement, je vous expliquerai à quoi ça sert le present perfect. Mais bon, spoiler alert, le present perfect, ce n'est pas du tout l'équivalent du passé composé, contrairement à ce que certains auraient envie de croire. Pourquoi? Eh ben déjà, parce que le present perfect n'est pas un temps du passé, c'est un temps du présent. Pourquoi est-ce que je dis ça? Et surtout, vous avez remarqué, le fait que je dise ça, pourquoi est-ce que ça vous a énervé? Pourquoi? On se détend. Je vous explique tout. Le present perfect se construit avec l'auxiliaire have suivi d'un participe passé. Et vous remarquez que l'auxiliaire have dans le present perfect, il est au présent. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle le present perfect. Have est au présent, le participe est au perfect. Perfect, ça veut dire passé, hein, donc c'est du participe passé, quoi. C'est donc le present perfect. Et l'auxiliaire, ce mot outil qui n'a pas de sens lexical, l'auxiliaire, il est bien au présent. Et c'est bien l'auxiliaire qui est porteur du temps dans la construction d'une phrase. Le present perfect est donc un temps du présent. Si c'était un temps du passé, on l'aurait appelé le past perfect. Et d'ailleurs, le past perfect, ça existe. C'est un temps du passé, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On a suffisamment à faire. Bref, on prend l'auxiliaire have, on le met au présent, et ça donne ça pour les formes affirmatives, négatives et interrogatives. Et on le fait suivre du participe passé. Alors, comment est-ce qu'on fait le participe passé en anglais? Deux possibilités. Soit c'est un verbe régulier, et il suffit de rajouter ed à la base verbale, exactement comme pour le prétérit en fait, sauf que c'est pas un prétérit, c'est un participe passé. Bon. Autre possibilité, c'est un verbe irrégulier, et là, il faut mettre la version irrégulière qu'on doit apprendre par cœur. C'est la troisième colonne des verbes irréguliers que vous devez normalement connaître depuis le collège. Et évidemment, le vocabulaire à apprendre ou à réviser pour cette semaine, c'est la troisième colonne des verbes irréguliers que je vous donne sur Moodle. Voilà, c'est cadeau. Et du coup, là, on obtient un magnifique present perfect. Et en fait, là, ce qu'on vient de faire, c'est de mettre l'aspect
have en sur le verbe. Alors pourquoi have en? Ben have, c'est parce que c'est l'auxiliaire have, et en, c'est par convention pour désigner le participe passé. Alors comme vous êtes énervé, vous allez me dire le participe passé en général c'est ed. Pourquoi est-ce qu'on met pas ed à la place de en? Ben, si on avait mis ed, on aurait pu confondre avec le prétérit. Donc par convention, pour éviter les confusions, on a mis en à la place de ed. Alors pourquoi en, vous allez me dire, et pas ez ou hg ou k2 ou delta pi? Parce que souvent, les verbes irréguliers ont une troisième colonne, un participe passé qui finit en en, genre awoken, broken, chosen, spoken, stolen, woken, driven, eaten, fallen, forbidden, hidden, bitten, frozen, given, ridden, seen, shaken, written et taken. Et bien sûr, je dis ça de mémoire. Voilà, vous savez tout. Ah bah non, vous savez pas tout en fait. Il faut vous dire à quoi ça sert le present perfect. C'est très simple. Non, c'est pas très simple. En fait, pour un francophone, c'est pas simple du tout parce que c'est pas comme ça qu'on envisage le monde. C'est pas comme ça qu'on découpe la langue et le temps. Mais c'est pas grave, hein. Rappelez-vous, apprendre une langue, c'est gagner une deuxième âme et tout et tout. On s'enrichit de la manière que d'autres peuples que nous ont de penser le monde. Donc voilà, roulement de tambour, les anglophones utilisent le present perfect pour parler du résultat présent d'une action ou d'un événement, d'un truc qui a eu lieu dans le passé. Je répète, on utilise le present perfect pour parler du résultat présent d'un truc qui a eu lieu dans le passé. Donc c'est bien un temps du présent. On s'intéresse à l'impact aujourd'hui d'un truc qui s'est passé avant. Et c'est l'impact présent qui est le focus, si vous voulez. Et c'est pour ça qu'on utilise le present perfect. On met en évidence le résultat présent d'un événement passé. Beaucoup de mes collègues parlent d'une idée de bilan. Aujourd'hui, on fait le bilan de ce qui s'est passé avant. C'est tout à fait juste et si ça vous aide, retenez ça. Moi, ça me parlait pas trop à l'époque. Quand j'étais jeune, quand j'étais au collège et qu'on me disait bilan, je voyais pas trop le rapport. Bon, maintenant c'est bon, hein, je vois le rapport. Mais je trouve que c'est plus clair de dire que avec le present perfect, on s'intéresse aux conséquences présentes d'un truc qui s'est passé dans le passé. Alors évidemment, je vais donner des exemples. Si vous dites, en utilisant le prétérit, I met her, ça se traduirait par quelque chose du style, je l'ai rencontrée. Et d'ailleurs, on remarque qu'on utilise le passé composé en français pour traduire ça. Ça prouve bien que le passé composé, c'est pas l'équivalent direct et incontournable du present perfect. Mais bon, je ferme la mini parenthèse. Ça veut dire quoi, I met her? Ben, simplement que vous l'avez rencontrée dans le passé. Vous ne faites pas de commentaires particuliers. C'est du récit, vous racontez ce qui s'est passé. D'ailleurs, on a envie, quand on voit ou quand on entend I met her, de rajouter un truc derrière du style I met her yesterday. Je vous raconte ma journée d'hier et il se trouve que je l'ai rencontrée hier. Ça n'a pas particulièrement d'impact sur le présent. C'est juste mon récit, ce que je raconte. Et maintenant, si je mets le present perfect à la place, ça donne quoi? Ça donne I have met her, ou en version contractée, I've met her. Et là, on est un peu embêté si on fait de la traduction parce que naturellement, on se sentirait obligé de traduire aussi par du passé composé en français. Pourquoi? Bah parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Il n'existe pas de temps équivalent au present perfect en français. Mais ça veut pas dire que ce qu'on vient de faire, c'est une traduction parfaite et idéale. On fait ce qu'on peut avec la langue qu'on a. Alors c'est quoi la différence entre I met her et I've met her? La différence, c'est que I met her, c'est juste du récit, on raconte ce qui s'est passé, alors que quand on dit I've met her, on s'intéresse aux implications présentes de cette rencontre passée. Donc plus clairement, si je dis I've met her, ça veut dire que je l'ai rencontrée et que, en conséquence, j'exprime le fait que je la connais et que j'ai une opinion sur elle. Alors, il y en a deux ou trois, là, je vois qui se prennent la tête entre les mains, donc je vais le dire autrement. La suite logique d'une phrase du style I met her, ce serait yesterday, ou alors last year, ou alors 50 years ago. Voilà, on s'en fout un peu en fait. La suite logique, ce serait l'ancrage dans le passé. En revanche, la suite logique d'une phrase du type I've met her, ce n'est absolument pas yesterday. D'ailleurs, ce serait faux et agrammatical de dire ça. Je crois que c'est important d'insister, le present perfect n'est pas compatible avec des compléments de temps du passé qui indiquent un moment précis du passé. Donc vous ne verrez jamais, et je crois que c'est utile pour les reconnaître, vous ne verrez jamais de present perfect accompagné de yesterday ou de 50 years ago ou de last year ou de subordonné en when. Bref, on revient à ce que je disais. La suite logique ne peut pas être yesterday ou autre. La suite logique de I've met her, ce serait un truc du style and she's a very intelligent person. Je fais le bilan de ma rencontre. Je m'intéresse à ce que je sais d'elle aujourd'hui grâce à ma rencontre passée. Certains linguistes parlent de continuité entre passé et présent, voire de lien mental entre passé et présent. Et moi, quand on me dit ça, ça me parle, je comprends. Mais bon, après, chacun sa manière de comprendre et d'apprendre les choses. Allez, un ou deux autres exemples pour la route. His books,
had been famous for years. On est bien d'accord qu'on ne traduira surtout pas par du passé composé dans cette phrase. En français, on met bien le présent. Ça donne, ces livres sont célèbres depuis des années. Alors pourquoi est-ce qu'on met le présent en français? Parce qu'on n'a pas de temps en français pour exprimer le résultat présent d'une action passée. Ça n'existe pas. Et quand on y pense, du coup, le français est un peu bancal. On utilise le présent alors que depuis des années, c'est bien quelque chose qui est passé, ou en tout cas qui a commencé dans le passé. Voilà, pour le coup, et c'est pas toujours le cas, mais l'anglais, je trouve, est plus cohérent, plus complet, si vous voulez. La phrase « His books have been famous for years » s'intéresse au résultat présent de quelque chose qui dure depuis des années. Vous avez vu, j'arrête pas de bouger ma main depuis tout à l'heure, c'est très énervant. Je vais arrêter. Donc, qui a commencé au passé, et on utilise un temps idéal pour ça, le present perfect, qui mélange, qui unit le passé et le présent. Allez, on compare avec le prétérit si ça vous fait plaisir. Si on avait dit « His books weren't famous for years », ça veut dire complètement autre chose. Ça voudrait dire que pendant des années, ses livres n'avaient pas été célèbres, ne lui avaient pas apporté la gloire et la célébrité. Donc ça aurait été vraiment ancré dans le passé, sans rapport apparent avec le présent. Troisième exemple que je trouve assez simple et assez clair. I've prepared dinner. On s'intéresse aux résultats tangibles, palpables, réels, concrets de mon action passée. J'ai fait à manger, résultat, le repas est servi. Avec le prétérit, I prepared dinner. Encore une fois, ça aurait plutôt été dans le cadre d'une histoire et on s'attend à avoir une suite à la phrase. I prepared dinner and then I got out of my house and got drunk in the streets of Dublin, par exemple. Avec I've prepared dinner, on s'intéresse au résultat genre Look, I've prepared dinner. Et là, on montre à son copain ou à sa copine le magnifique plat de pâtes au thon qu'on vient de préparer. Et là, le copain ou la copine tombe sous le charme et se dit que vraiment, vous allez vous marier, vous allez adopter un labrador et vous installer dans une maison et vous coulerez des jours heureux à manger des pâtes au thon ensemble en regardant le soleil qui se couche sur la mer Méditerranée. Voilà, donc I prepared dinner, on raconte juste ce qui s'est passé. I've prepared dinner, on s'intéresse au résultat présent d'une action passée. J'ai fait le dîner, il est là. Je vous laisse 5 secondes pour digérer tout ça. Là, normalement, si vous comprenez le present perfect pour la première fois de votre vie, ça devrait faire chauffer votre cerveau de francophone. Et c'est normal. Pourquoi? Parce que vous n'avez jamais envisagé de créer une phrase comme ça. Votre langue, le français, qui n'est qu'une langue parmi environ 7000 autres, je le rappelle, c'est pas la langue absolue et unique. Donc, votre langue n'envisage pas le monde comme ça. Ce n'est pas comme ça que vous réfléchissez. Donc, félicitations. Si vous découvrez le present perfect et que vous le comprenez pour la première fois, vous venez de créer de nouvelles connexions dans votre cerveau. Et ça, c'est bien. Ça ralentit le vieillissement cérébral et ça évite de se recroqueviller sur soi-même, sur son petit village, sur sa petite communauté, sur ses petites pattes au thon. Et après on vieillit et on se met à détester le monde entier parce qu'ils sont différents de vous. Ça, c'est dommage parce que c'est contre-productif. Donc voilà. Pardon. J'affiche tout d'un bloc, c'est comme ça qu'on construit le present perfect simple. Et ça sert à ça. Pendant que vous lisez, je précise que pour être tout à fait honnête, le present perfect a tendance à être moins fréquemment utilisé en anglais américain. Les Américains utiliseront moins systématiquement le present perfect que les Anglais ou les autres anglophones. Mais plutôt que de partir trop loin, on va parler du present perfect be plus ing, histoire de continuer à vous faire chauffer un peu le cerveau. Donc le present perfect simple, c'est l'aspect have an. Je vais arrêter avec ma main. Donc le present perfect simple, c'est l'aspect have an appliqué à un verbe. Et puisque ça c'était trop facile, il existe une forme qui combine deux aspects, le have an et le be plus ing. Cette forme, c'est le present perfect be plus ing. Je prends un exemple, je prends le verbe talk, parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure. Et d'ailleurs, talk, le L se prononce pas, on dira pas talk, hein, c'est talk, le son A, talk. Talk, 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 talk. Je le mets d'abord au present perfect simple, donc have an, ça donne I have talked. Maintenant, je vais caser la forme be plus ing dessus. Le talked se transforme en been talking. Pourquoi been? Parce que been est le participe passé de be, c'est le en de have an. Et pourquoi talking? Parce que c'est le ing de be plus ing. Je vous laisse regarder ça 2 secondes, histoire que tout le monde comprenne ce que je viens de faire. Have an, be plus ing. I have been talking. Allez, un autre exemple. Rain. It has rained, au present perfect simple.
It has been raining au present perfect be plus ing. Voilà, maintenant à toutes les formes, interrogatif blabla, ça donne ça. Pas de surprise, pas de piège particulier par rapport à ce qu'on a appris ou révisé juste avant. Et on s'interroge sur le pourquoi. Pourquoi tant de haine? Pourquoi torturer autant les non-anglophones? Je sais pas, j'ai pas la réponse. Pourquoi est-ce qu'en français on a l'imparfait du subjonctif par exemple? Pourquoi est-ce qu'en bio on a la biochimie moléculaire? Pourquoi est-ce qu'en physique on a la supersymétrie? Pourquoi est-ce qu'en maths on a les équations de Young-Mills? Pourquoi est-ce qu'en informatique on a le JavaScript? C'est pas, voilà, tout de suite ça remet les choses en perspective. Ça existe et il faut faire avec. Bon, avec le present perfect be plus ing, on a le double effet. On met du have a n, donc l'idée de bilan, l'idée de oh là là, c'est une action passée qui a un impact sur le présent. Et on met du be plus ing. Alors, je pourrais rentrer dans le détail et parler pendant 45 minutes sur les différentes valeurs de ce present perfect be plus ing, mais non, je vais me concentrer sur son emploi principal. Donc voilà, souvent, on emploie ce present perfect be plus ing pour faire un commentaire, pour mettre en évidence, pour justifier quelque chose qui a un rapport avec le présent. L'exemple le plus clair, je crois, c'est « Look, it's been raining ». On met en évidence le fait qu'il a plu et que du coup, maintenant, le sol est mouillé. On le met encore plus en évidence si vous voulez que si on avait simplement dit « Look, it has rained », qui est d'ailleurs tout à fait grammatical et acceptable. Autre exemple, « You've been eating tuna noodles ». Je mets en évidence le fait que tu aies mangé des pâtes au thon et que ça se voit, ou alors que ça se sent. Bref, maintenant je me rends compte de ton action passée. Tu as mangé des pâtes, ça a un impact maintenant. Et je te le fais remarquer. Pareil, you've been watching TV. On sous-entend que ça se voit. Parce que par exemple, la personne a les yeux rouges à force d'avoir regardé la télé. Dernier exemple, si je dis I've been washing my car, je me justifie, j'explique pourquoi là tout de suite j'ai les mains mouillées et je suis trempé. Voilà, je me borne à ces exemples-là qui me paraissent suffisamment clairs et ça me paraît suffisamment ambitieux pour un cours de première année, premier semestre. Et les puristes m'en voudront beaucoup. Et c'est pas grave. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à squatter les bancs de mes collègues linguistes en prépa agrégation. Voilà, vous savez tout sur le present perfect simple, vous en savez un peu sur le present perfect be plus ing, vous connaissez approximativement la différence, mais surtout maintenant vous connaissez la différence fondamentale qu'il y a entre le prétérit et le present perfect. Différence que je vais répéter une dernière fois parce que c'est ça qui est important dans ce cours. Le prétérit est un temps du passé qui concerne des événements passés sans rapport direct avec le présent. C'est un récit au passé et le prétérit est hautement compatible avec des compléments de temps du style yesterday, last year, 50 years ago, etc. En revanche, le present perfect, c'est un temps du présent qui s'intéresse aux répercussions présentes d'un événement ou d'une action passée. Le present perfect n'est pas compatible avec des compléments de temps figés dans le passé. En revanche, il est compatible avec des tournures temporelles moins précises du style depuis telle date ou depuis tant d'années, for 10 years since 1995, ou alors des mots comme déjà ou jamais, already, never. Ça, effectivement, c'est compatible avec le present perfect. Parce qu'avec cette tournure, on a bien une comparaison du passé avec le présent, pour faire simple. D'où le nom present perfect. Voilà, j'espère que ça a été clair. Je termine comme d'habitude avec une citation plus ou moins appropriée au sujet. The master has failed more times than the beginner has even tried. See you next time. Bye bye.